Mesdames et messieurs, avant de commencer notre 9e et dernier cours, sur lequel je vais revenir tout de suite, je me propose de vous montrer un thermomètre métallique de 1801 que j'ai découvert par hasard la semaine dernière en cherchant des objets de cette période des années 1800 dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale. On dirait une horloge et j'ai trouvé que pour aujourd'hui, alors que ça n'a aucun rapport avec notre cours, mais simplement avec la température extérieure et les activités politiques en France, je pouvais vous montrer cet objet qui m'a paru très intéressant. Donc, c'est grand comme une très grande horloge et vous voyez ici donc son nom, thermomètre métallique, les températures marquées de 30, donc de plus 30, je pense, aux 50, ce sont des degrés Réaumur, à moins 30. Ici, noté extrême chaleur, tempéré, froid excessif. Et puis sont indiquées ici en petit les températures extrêmes minimales et maximales enregistrées dans le monde à cette époque-là. Donc en 1801, la date est ici. La plus chaude, c'est le Sénégal, à 48 degrés, et la plus froide, Saint-Pétersbourg. On trouve aussi l'indication de la chaleur humaine normale. Cet objet est probablement depuis la Révolution, ou enfin depuis l'installation de l'Assemblée nationale dans ces lieux, et il me semble que même la métaphore de l'extrême chaleur et du froid excessif pour un lieu politique est amusante, et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, donc qui n'a aucun rapport, c'était hors sujet. Bienvenue donc à la 9e et dernière séance de notre cours, à qui appartient la beauté, art et culture du monde dans nos musées. 9e et dernière séance qui va être consacrée à un objet venu d'Afrique et conservé actuellement au musée ethnologique de Berlin. Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un objet conservé dans les musées de Berlin, mais évidemment on trouve ce genre d'objet dans les musées du monde entier. Et la logique de notre cours, ou l'esprit dans lequel je l'ai organisé, c'est de montrer des exemples d'objets qui sont en fait représentatifs pour un grand nombre d'autres collections. Nous nous sommes occupés au cours des semaines précédentes donc d'objets singuliers, mais qui représentent en quelque sorte la venue ou la diaspora d'objets du même genre dans le monde entier, qu'il s'agisse de l'Égypte antique, de l'Antiquité grecque, de la peinture médiévale, de la peinture italienne, de l'art asiatique, de l'art européen et de l'art moderne en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous nous consacrons trop rapidement, vous le verrez, à l'Afrique. Lors de la séance dernière, où nous étions arrivés au XXe siècle, nous étions interrogés sur la question, donc toujours celle qui nous occupe, à qui appartient la beauté, à qui appartient un tableau de Klimt peint à Vienne représentant une grande collectionneuse viennoise, mais qu'elle avait cédé au musée de Vienne et qui avait finalement été restituée aux propriétaires légitimes, c'est-à-dire aux descendants de cette femme, qui avait fait l'objet, les descendants, de poursuites raciales pendant la période nazie. Vous vous souvenez qu'en 2006, donc, toute la presse germanophone et allemande signalait qu'il s'agissait, avec le départ de la Adèle dorée, puisque le tableau s'appelle Adèle Bloch-Bauer et représente Adèle Bloch-Bauer, la presse allemande indiquait que le départ de ce tableau, la restitution du tableau aux propriétaires légitimes, et donc son départ du musée où elle était considéré comme un schmerzlicher Verlust, c'est-à-dire une perte douloureuse. On considérait la restitution comme une perte douloureuse du point de vue allemand. On est toujours, depuis le début de notre cours, dans des histoires de perspective, mais que cette œuvre avait été rachetée à très haut prix sur le marché de l'art auquel les descendants l'avaient confiée par Ronald Lauder, le grand millionnaire, milliardaire, qui l'a intégré dans sa galerie qu'il appelle Neue Galerie à New York, la Neue Galerie étant dans son esprit une sorte de reconstitution de l'esprit viennois avec un café, comme vous voyez, le café Zabatzky, et un nom allemand et une décoration, un design, une décoration intérieure, une architecture d'intérieur qui rappelle la Vienne des années 1900, c'est-à-dire aussi l'Europe germanophone, juive aussi, d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et son idée, en tout cas une des légitimations, une des raisons pour laquelle cette œuvre est présentée là-bas, c'était de créer à New York, c'est-à-dire un endroit où une grande migration juive a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, de recréer un lieu qui soit une petite Europe. C'est les questions qu'on a évoquées la dernière fois, et on a vu aussi que ça n'avait pas empêché la jeunesse viennoise, et je vous ai montré le clip un peu trash de Conchita Wurst la semaine dernière, mais que ça n'avait pas empêché la jeunesse viennoise de continuer, vous voyez ici, une médaille élaborée
en 2015 à l'issue du Live Ball, qui est le grand bal homosexuel de Vienne. Donc que ça n'a pas empêché la jeunesse et les créatifs non conformistes viennois de continuer de s'identifier avec ce tableau, puisqu'ils en avaient fait, on l'a vu la semaine dernière, l'objet d'une affiche, etc. Et là, vous voyez la médaille qui va avec. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau autour de 1900, au début du XXe siècle, et nous allons évoquer la présence à Berlin, ou la venue à Berlin, d'un trône royal que les catalogues des musées de Berlin intitulent Mandu Yenu, qui veut dire riche de perles, un trône royal issu de la région du royaume du Bamum, au Cameroun, arrivé à Berlin en 1908, et qui est on se rend mal compte des proportions ici, c'est pour ça que je vous les ai indiquées, 1,74 m de hauteur, 1,26 m, 1,55 m, c'est une sorte de grand siège, un trône, sur lequel les sultans ou le roi Bamoun sont traditionnellement assis. Cette œuvre est faite d'une âme en bois, comme on dit, d'une structure en bois qui est recouverte d'un tissu, lui-même tressé de perles en verre, traditionnellement en verre. Actuellement, l'art très riche du Cameroun utilise parfois des perles en plastique, mais traditionnellement on utilise des perles en verre, donc des perles très finement attachées à ce tissu autour d'une forme en bois, des perles et des coquillages précieux. Pour comprendre la venue ou la présence à Berlin de ce bel objet africain et la présence d'autres objets africains ou du Cameroun dans les collections du monde entier, j'ai organisé aujourd'hui, comme toujours, notre cours en 3 volets, en 3 tiroirs. Le premier s'intitule « Donner ces données », le second « Continuité et discontinuité », et le troisième « Et maintenant ». Et vous verrez que tout le cours est aussi conçu comme une sorte de conclusion aux réflexions que nous avons menées depuis la fin du mois de mars, c'est-à-dire que je transporte aujourd'hui plusieurs questions qu'on s'est posées plus tôt. J'espère que ça n'enlèvera pas l'intérêt de notre objet du jour, mais qu'en même temps, ça vous permettra de remettre en ordre ou de mettre de l'ordre dans les différentes dimensions que nous avons abordées. Et le point 0, toujours, le petit point méthodique, s'appelle translocation de points, essai de typologie, et c'est celui qui m'importe particulièrement dans le sens d'une conclusion aujourd'hui. Vous vous souvenez que j'avais rappelé à un moment, je crois à la 2e ou 3e séance, que l'organisation du cours, la succession des objets choisis, l'avait été par l'ordre chronologique de date de création de ces objets. Donc nous avions commencé avec l'Égypte ancienne et nous arrivions à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est comme ça que nos cours ont été organisés, mais qu'on aurait pu évidemment organiser les choses absolument autrement en prenant ces objets à partir des dates de leur première translocation, de la première fois, la première année où elles ont quitté leur lieu de création d'origine. Et dans ce cas-là, on aurait eu plusieurs blocs, nos premiers objets, Néfertiti, l'hôtel de Pergame et d'autres. Ces objets-ci, donc, pris dans la deuxième moitié du XIXe siècle dans leur collection d'origine, sont les objets venus de la période coloniale, ou enfin qui ont fait l'objet de translocation coloniale. On avait le bloc de la Révolution française et de l'Empire avec les conquêtes artistiques. On a eu le bloc ou des exemples d'œuvres qui ont quitté l'Italie notamment, ou quitté la France dans le cas de l'enseigne de Gersaint de Watteau au XVIIIe siècle, au moment de la création des grands musées européens, des grandes collections dynastiques très rapidement ouvertes au public. Et puis on avait au XXe siècle ici les œuvres spoliées dans un contexte de poursuite raciale dans ce cas-là, et on a évoqué à plusieurs reprises aussi la Seconde Guerre mondiale et les lendemains de la Seconde Guerre mondiale comme moment de grands bouleversements de la géographie culturelle ou du patrimoine culturel en Europe. On aurait pu aussi organiser tout ce cours de manière plus systématique et typologique en s'intéressant aux raisons, aux contextes qui ont fait sortir ces œuvres ou qui ont permis qu'elles sortent de leur contexte d'origine. Alors, on aurait eu à ce moment-là tout un ensemble d'œuvres qu'on aurait explorées parce qu'elles ont quitté leur lieu d'origine, qu'elles ont été prises par des vainqueurs dans le cadre d'un conflit armé, dans le cadre de rapports armés dissymétriques. C'est le cas, je vais y revenir tout à l'heure, mais en tout cas, je vais voir quand j'y reviens. Oui, j'y reviens tout de suite. Les conflits armés qui peuvent eux-mêmes être sous-divisés, si on fait une typologie, entre pillages, qui sont les choses que les
donc des actions que font les soldats de manière désordonnée, des saisies organisées comme elles ont pu avoir eu lieu sous Napoléon, une logique de trophée comme a pu la mener l'armée rouge en Allemagne en 1945. Enfin, en tout cas, les guerres suscitent des moments d'appropriation et de translocation qui sont eux-mêmes différents de ce que d'autres contextes peuvent donner. D'autres contextes, c'est l'asymétrie économique, on l'a vu. Quand un pays est pauvre ou un monastère est pauvre et qu'arrive un riche souverain marchand qui propose d'acheter les œuvres et que finalement, pour des raisons économiques, et sans trop réfléchir, à vrai dire, en tout cas dans l'exemple qui nous a occupés, qui était celui des moines de Plaisance, on vend une œuvre à un moment donné de l'histoire pour le regretter plus tard ou pas. En tout cas, les asymétries économiques qui ne sont pas forcément liées à des moments de violence, pas des moments de guerre, pas des menaces, pas des occupations, peuvent être des moments de grande diaspora d'œuvres d'art. C'est le cas notamment pour l'Afrique, où les marchands, le marché de l'art a beaucoup acheté de manière tout à fait régulière un moment où l'Afrique peut-être, et peut-être toujours, avait besoin pour des raisons autres de cet argent. Donc des asymétries militaires, des asymétries économiques, des asymétries de savoir. Souvenez-vous qu'on a vu des campagnes d'archéologie menées à un moment où dans les lieux d'origine, dans les lieux où sont menées les campagnes, les populations locales et même l'intelligentsia locale n'a pas été formée à savoir ce qui est sous le sol, je pense en particulier à l'Égypte, ou même des décalages de savoir entre les différentes puissances dominatrices, comme dans le cas de Néfertiti, où les égyptologues allemands, manifestement, savaient un peu mieux que les égyptologues français ce qu'ils trouvaient quand ils ont trouvé Néfertiti. Donc des décalages de savoir peuvent mener à des translocations, à des départs, à des dispersions de patrimoine, sans qu'il y ait violence physique. On peut dire après coup que c'est une violence symbolique, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Si on n'explique pas à ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont, évidemment, c'est facile. Mais en tout cas, on est dans ce type de constellation. Et puis on a les constellations de domination politique, d'occupation, d'humiliation dans les cas où il y a des raisons raciales, ou même si on évoque le cas de la RDA, ou de la Russie, c'est-à-dire le moment où la noblesse a été, où les biens de la noblesse ont été nationalisés. On est des moments où on reste à l'intérieur d'un territoire, mais où la domination politique d'un groupe sur un autre, on peut penser à l'Arménie d'ailleurs aussi, des moments donc de poursuite, de génocide. Donc la domination d'un groupe sur un autre à l'intérieur d'un même État peut mener aussi à des mouvements de patrimoine artistique. On aurait pu organiser tout notre cours comme ça. Et si vous vous souvenez, certains objets, d'ailleurs, comme notamment l'hôtel de Pergame, appartiennent à plusieurs catégories. On les voit apparaître à des moments, on voit apparaître ils apparaissent, ils sortent du sol à un moment où il y a des asymétries de savoir, et puis ils font l'objet d'enjeux importants dans des conflits armés, et puis on les restitue pour des raisons économiques, etc. Enfin, vous voyez que tout ça est complexe et que ces différentes catégories, quand on y arrive, et c'est difficile, mais il faut essayer, et il faut essayer de le dire le plus possible, il faut réussir autant que possible à les penser ensemble. Donc je remets un petit peu maintenant un autre ordre dans notre panorama. Ici, dans le cas des conflits armés, on aurait eu le retable de l'agneau mystique de Van Eyck, arrivé sous la Révolution française, donc parce que la France occupait l'actuelle Belgique. On aurait eu le pillage du palais d'été, évidemment dans d'autres conditions, mais c'est quand même des conditions militaires du XIXe siècle, et sans la rhétorique du patrimoine libéré de la Révolution française, mais on est quand même ici dans un moment de violence physique et de violence faite aux monuments. L'hôtel de Pergame, je pense à lui en 1945 quand il est expédié à Moscou, puis restitué 10 ans plus tard, est aussi un objet comme un grand nombre d'autres objets des collections allemandes qui quittent l'Allemagne à cause ou après ou juste après la Seconde Guerre mondiale. La symétrie économique, notre bel exemple, était celui de la Madone Sixtine de Raphaël, achetée à Plaisance par le roi de Saxe et de Pologne, qui a donné l'argent dont les moines avaient besoin pour tenir le coup malgré de mauvaises récoltes, souvenez-vous. Asymétrie des savoirs, je l'ai dit tout à l'heure, on peut dire que pratiquement toute la diaspora des objets égyptiens, tout le fait que les objets égyptiens au XIXe siècle et au début du XXe siècle aient quitté l'Égypte, c'est parce qu'il n'y avait pas encore une égyptologie égyptienne, c'est-à-dire que les intellectuels égyptiens eux-mêmes n'avaient pas réussi ou n'avaient pas eu l'aide nécessaire pour former une école, pour former une élite d'archéologues dans leur propre pays.
mais ça commence. Et puis à partir du moment où cette élite est là, où les musées sont là, évidemment, les choses changent. Et domination politique, je prends simplement ici l'exemple d'Adèle Bloch-Bauer, même si à l'intérieur de ces exemples tout est très compliqué, mais en tout cas on est dans le contexte des poursuites raciales du Troisième Reich à l'égard des familles juives, qui mènent aussi donc à un mouvement de tableau. Tout ça, si on le traduit en langue juridique, et je vous montre ici la première page d'un livre gros comme ça, en 7 volumes, c'est le livre de référence, l'ouvrage de référence d'un excellent juriste allemand, Michael Anton, sur ces questions de translocation du point de vue juridique. Donc 7 volumes, ces différentes catégories, si on les traduit en un langage juridique, nous mènent à une très fine distinction des objets, des différents contextes, très fine distinction qui ne raconte rien de l'effet produit par la perte malgré les circonstances de cette perte. C'est-à-dire, pour le dire autrement, qu'une argumentation juridique qui tente de déterminer la légalité ou la non-légalité de la présence d'un objet dans un musée, par exemple celui qu'on va voir aujourd'hui, le trône africain, un juriste va reconstituer le contexte historique, ou même pour Néfertiti, c'est absolument le cas, et dire cet objet est sorti légalement selon les lois de l'époque, ou cet objet est sorti parce qu'il y avait la guerre. Enfin, en tout cas, on peut reconstituer des contextes différents, mais ça raconte peu de choses sur le désir de ceux qui ont perdu ces œuvres de les récupérer. Parce que souvent, pour ceux qui ont perdu les œuvres, le contexte importe peu. Si l'œuvre a été achetée il y a 2 siècles, à un moment où une région avait besoin d'argent, mais qu'on veut le récupérer 2 siècles après parce que l'argent est à nouveau là. Si les savoirs étaient décalés, mais que finalement ces savoirs ont été rattrapés et qu'en Égypte, on sait aujourd'hui ce que c'est que l'art égyptien et qu'on veut le récupérer. Si les Africains ont pu céder des œuvres pour des raisons XY au XIXe siècle et qu'ils regrettent maintenant que leur musée soit vide, le contexte légal ou illégal importe finalement peu quand on se place du point de vue anthropologique ou du point de vue des émotions liées à ces questions. Et ce qui était important vraiment de comprendre, c'est que ces différentes catégories s'inscrivent dans le temps. C'est-à-dire qu'un déficit de savoir dans une région, par exemple, où on vous prend des objets à un moment où vous ne savez pas très bien ce qu'on vous prend, ce déficit de savoir peut être rétabli, se réparer au cours du temps. Et donc, 2 siècles après, ou 1 siècle après, ou 60 ans après, on peut regretter que l'objet soit parti, évidemment. Et quand on entend parfois dans l'argumentation « oui, mais à l'époque, vous n'avez rien dit », ce genre d'argumentation est très difficile pour nous historiens, parce que tout cela se pense en plus dans le temps, et on est dans des temporalités très différentes. Une catégorie qu'on n'a pas du tout abordée jusqu'à maintenant, et qui va un peu faire l'objet, trop peu, mais de notre séance d'aujourd'hui, c'est la catégorie de l'échange ou du don. L'échange ou le don d'œuvres d'art dans des contextes politiques de collaboration ou dans des contextes de cadeaux diplomatiques pour amener des collaborations, des coopérations. Je vous montre ici la couverture d'un ouvrage remarquable de Cédric Grua et Lucia Martinez qui s'étaient intéressés au dessous d'une négociation artistique entre la France et l'Espagne sous Pétain, un moment où le Louvre et le Prado avaient échangé des œuvres d'art, ce que les Espagnols plus tard ont bien regretté, parce qu'ils trouvent, pour dire les choses en langue, enfin ils trouvent qu'ils se sont un peu fait avoir, ou en tout cas il y a une opinion publique qui considère que l'échange n'était pas très symétrique. En tout cas, on était dans un cadre, dans un contexte où 2 hommes politiques, dans une tentative politique de rapprochement, utilisent des œuvres d'art, les échangent, les sortent de leur collection d'origine et les rendent. Dans le cas, voilà. J'insiste pas sur le sujet, là encore, l'échange d'œuvres d'art et le don en général pourraient faire l'objet de toute une série de cours. Je vous montre un autre type de don et qui nous concerne directement. Vous voyez ici, en 1906, le village ou la région qui va nous occuper au royaume du Bamoun et des officiers coloniaux allemands venant offrir un portrait de l'empereur allemand Guillaume II au roi, au sultan Bamoun, ici. Donc on est ici, on voit bien les officiers coloniaux en blanc et des soldats en train de recevoir un portrait peint, un tableau, représentant Guillaume II. On est dans une logique de don diplomatique. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment ça marche?
Pourquoi notre trône est lié à ça? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et puisqu'on s'intéresse à la question du don, le premier volet s'intitule « Donner ses données » et puis en fait « Donner ses données, point d'interrogation ». Est-ce qu'on peut, dans les contextes de dons d'œuvres d'art, regretter un don? Est-ce qu'on peut réclamer la chose plus tard? C'est ce qu'on va essayer de démêler maintenant en plongeant dans ce cas très particulier, mais tous les cas sont particuliers, du trône Bamoun des musées de Berlin. Il m'est souvent arrivé déjà, dans des cours précédents, de montrer cette affiche qui présente, avec le design des musées de Berlin, en reprenant aussi la typographie, enfin les lettres, le style général, le fond noir des campagnes publicitaires normales, habituelles des musées de Berlin. Cette affiche qui détourne donc la publicité habituelle pour poser la question de l'appartenance de ce trône qui nous occupe. Vous voyez le trône ici. Et puis la question qui est posée à côté, Preußischer Kulturbesitz, ceci est-il une propriété prussienne? Sachant que les musées de Berlin, ça s'appelle la Stiftung Preußischer Kulturbesitz, c'est-à-dire la fondation de la propriété prussienne. Donc un groupe d'activistes politiques, une organisation non gouvernementale qui a fondé l'initiative No Humboldt 21, non au forum Humboldt en 21, affirme par cette affiche qui est assez réussie visuellement que cet objet n'appartient évidemment pas, on s'en rend compte, ou pas, enfin n'appartient pas au patrimoine prussien. C'est un objet donc contesté, très contesté actuellement à Berlin et qui fait l'objet d'articles fréquents dans la presse et de recherches du point de vue des scientifiques. Il faut dire que cet objet n'est pas un objet, et la culture Bamoum et l'art Bamoum ne sont pas des objets, des terra incognita, en tout cas c'est un terrain bien connu de la recherche et qui a pris depuis quelques années un renouveau. Je vous montre ici un ouvrage de 2011 de Christophe Jerry sur l'art Bamoun qui prend en compte la question de la translocation de ces œuvres d'art. Je vous montre un article de 2016 extrêmement intéressant du conservateur des arts africains au musée ethnologique de Berlin, Jonathan Fine, qui s'est intéressé à la question du rapport entre marché de l'art et création d'objets pour les musées européens au Cameroun. Je vous montre aussi en langue française un titre simplement de Alexandra Lumpé-Galitzine qui s'occupe elle aussi du royaume Bamoun après la période allemande. Voilà, donc on est dans un cadre historiquement connu, déjà travaillé, qui est bien travaillé depuis les années au moins 80 et qui depuis les années 2010-2011 suscite un renouveau d'intérêt. Et par ailleurs, les musées de Berlin et le musée ethnologique de Berlin, qui est à Dahlem, conservent tous les dossiers d'acquisition de cet objet précisément, et d'autres, mais en tout cas de ce trône. Et je vous montre ici quelques pages qui permettent de reconstituer exactement la venue de ce trône à Berlin. On comprend très bien en lisant ces lettres, ces échanges de lettres, que ce trône est arrivé à Berlin. Vous voyez ici, j'y reviendrai tout à l'heure, mais sur un document de 1908, le Thronsessel mit Stufe, ça veut dire le siège trône avec une marche, qui vient d'être donné von seiner Majestät dem Kaiser allergnädigst überwiesen, ça veut dire donné, enfin überwiesen c'est envoyé en fait au musée de Berlin. Donc on comprend ici simplement très vite, et puis je vais y revenir, que cet objet qui est aujourd'hui dans les musées de Berlin y est depuis 1908 et que c'est Sa Majesté l'Empereur qui l'a donné au musée. On va voir comment on arrive à ça. Je voulais vous montrer simplement la matérialité et l'aspect de ce genre d'archives qui seuls permettent d'apporter, si on veut y apporter une réponse, à la question à qui appartient la beauté. En tout cas, la question de la base juridique et du contexte historique ne peut être reconstituée qu'avec des archives comme celle-là. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important que ces archives soient accessibles au public. Et on peut dire qu'au musée de Berlin, et en tout cas, je vous montre ici Jonathan Fine qui m'a fait la gentillesse de m'envoyer ses propres photos de travail pour ce cours, on est avec des conservateurs qui ont extrêmement conscience qu'il faut rendre visibles ces documents d'archives et les rendre accessibles. Alors, que se passe-t-il autour de 1908 au Cameroun pour que ce trône prestigieux et très précieux arrive à Berlin? Comme vous le savez, le Cameroun est allemand.
vous voyez ici une carte postale Groß aus Cameroun des années 1800. Le Cameroun est l'une des rares colonies allemandes en Afrique. L'Allemagne avait 4 colonies en Afrique que je vais vous montrer tout de suite. Quand vous regardez le Kleiner Deutscher Kolonialatlas, donc des atlas coloniaux de ces années 1900, vous voyez bien que, donc, tandis que l'Afrique est partagée principalement entre le colonisateur britannique et le colonisateur français, pour faire vite, 4 zones, celles qui sont marquées ici en rouge, sont des colonies allemandes. Le Cameroun, donc ici, est allemand à partir de 1884 et il le reste jusqu'à la Première Guerre mondiale. L'Allemagne perd ses colonies après la Première Guerre mondiale, donc là on est dans cette période jusqu'en 1914 ou 1918. Donc on a ici le Cameroun, on a ce qui s'appelait à l'époque Deutsch Ostafrika, Deutsch Südafrika, et puis un petit morceau ici qui correspond à peu près à l'actuel Togo. Ici ça représente ça, voilà. Donc on est donc dans une situation coloniale et les royaumes ou les structures politiques existantes sur place sont plus ou moins bousculées, plus ou moins bouleversées, plus ou moins détruites par la colonisation de tous les pays et aussi allemande. Vous voyez ici le sultan de ce moment-là, donc un assez jeune homme qui est au pouvoir depuis une dizaine d'années quand arrive le colonisateur allemand. C'est le roi, en quelque sorte, le roi Bamoun, qui est assis ici, vers 1906, sur le trône en question. Donc c'est une photo historique qui nous montre ce roi, ce souverain, sur son trône. On sait de ce souverain qu'il était un réformateur de son pays. Il a notamment introduit une écriture pour fixer notamment les lois ou les textes réglementaires de son pays. Il a fait un effort de cartographie. Il était très habile aussi diplomatiquement et on sait qu'il a tenté au mieux, avec l'occupant allemand, de préserver les intérêts de son pays. Vous voyez en 1922, alors que le Cameroun n'est plus français, sur cette carte postale de la mission des prêtres du Sacré-Cœur de Saint-Quentin, d'abord, la carte postale indique bien qu'on est dans le Cameroun français désormais, c'est la France qui a repris cette colonie allemande, et vous voyez le sultan Nyoya sur son trône orné de perles. C'est toujours le même sultan, il est mort en 1933 seulement, il était né dans les années 60 je crois. Donc le même sultan, toujours sur ce trône, à sa gauche un serviteur porte sa grande pipe en cuivre. Alors comment et pourquoi ce trône, en même temps, ou entre les deux, se retrouve, et vous voyez ici une photo de 1926, au Völkerkundemuseum de Berlin. Je reprends juste rapidement. On voit le sultan Nyoya sur son trône en 1906. On le voit aussi sur son trône plus tard, et on sait, par les lettres que vous avez vues tout à l'heure, et puis par des photos, celle-ci est une photo un peu tardive des années 20, mais l'œuvre y est déjà plus tôt, que le trône se trouve mis en scène ici, j'ai fait un zoom je crois, même si la photo est difficile à identifier, se trouve ici, donc au centre d'une mise en scène d'art africain au musée ethnologique de Berlin. Comment est-ce possible? Comment se peut-il que cet objet si important dans l'étiquette et dans le rituel d'un roi Bamoun se retrouve pendant la colonisation à Berlin? Que nous racontent les archives sur ce sujet? Alors je vous ai montré, j'ai regardé un petit peu, et encore une fois, grâce à la gentillesse du conservateur de Berlin qui m'a communiqué ces documents, j'ai sorti quelques documents simplement qui sont en partie publiés d'ailleurs, pour vous montrer comment ça peut marcher. J'ai sorti les 3 grandes étapes simplement. Évidemment, comme toujours, il faut se plonger beaucoup dans ces questions pour comprendre tous les détails. Mais on regarde les grandes étapes et puis on tente quand même, malgré notre caractère de non-spécialiste, mais de citoyens responsables de ce qui est dans leur musée, de comprendre ces phénomènes. Vous voyez ici une lettre adressée en 1906 par le directeur du musée de Berlin, ethnologique de Berlin, qui s'appelle Luschan, à Glauning, qui est un officier sur place
au Cameroun et aussi collectionneur. Dans cette lettre, il est question d'œuvres d'art que ce Glauning va adresser à Berlin. Et vers la fin de la lettre, à cet endroit-là, on peut lire « Sehr dankbar bin ich auch für Ihre Bemühungen bei dem Häuptling von Bamun. Dass seinen Thron so ohne weiteres hergeben würde, habe ich niemals erwartet. » Je lis la suite. Aber ich bin schon sehr froh und dankbar, dass Sie die Sache überhaupt mit ihm zur Sprache gebracht haben und ich hoffe, dass sich dieselbe nicht überlegen wird. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le directeur des musées de Berlin écrit à un officier colonial au Cameroun qu'il le remercie beaucoup, sehr dankbar, je suis très reconnaissant que vous ayez parlé au chef, Häuptling, que vous ayez parlé au chef de Bamoun. Je n'avais jamais imaginé, écrit le directeur du musée, qu'il donnerait son trône juste comme ça, très facilement, mais en tout cas, c'est gentil de lui en avoir parlé, et j'espère qu'il ne va pas changer d'avis. Qu'est-ce qu'on comprend? Que manifestement, le roi, le sultan, a fait l'objet d'une demande de cet officier qui lui a suggéré, peut-être, qu'il pourrait offrir son trône, non pas au musée de Berlin, mais à l'empereur allemand. Et on constate en 1906 que le sultan n'a pas dit non. Il n'a pas encore tout à fait dit oui, on voit que c'est pas encore tout à fait clair, mais en tout cas, il n'a pas dit non. On était en 1906. En 1908, c'est-à-dire assez vite, finalement, souvenez-vous combien de temps a duré l'acquisition de la Madone Sixtine en Italie, on était sur 3 ou 4 ans. Ici, en quelques mois, on apprend par le Staatssekretär des Reichskolonialamts, c'est-à-dire le secrétaire d'État de l'Office colonial de l'Empire allemand, on apprend le 20 mai 1908 que le gouvernement impérial allemand donc, du Cameroun a envoyé cette liste d'objets qui ont été des cadeaux pour Seine Majesté den Kaiser, c'est-à-dire Sa Majesté l'Empereur. Donc 2 ans plus tard, nous disent les sources, et arrivent des caisses du Cameroun qui sont des cadeaux du sultan de Bamoun, cadeaux donnés, faits à Guillaume II, l'empereur allemand. Et parmi ces cadeaux, vous avez un Thronsessel, un trône. Par ailleurs, une épée, une coiffe et une très grande pipe. Donc, manifestement, alors on ignore dans quelles conditions exactes, et c'est tout l'objet de l'interprétation et du débat qui est mené aujourd'hui à Berlin, mais manifestement, ce sultan fait un cadeau diplomatique, comme n'importe quel souverain dans l'histoire, comme on le connaît déjà. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, à l'époque baroque et même avant, enfin depuis l'Antiquité, le cadeau dynastique est quelque chose qui se pratique beaucoup. Je reviendrai sur 2 exemples tout à l'heure. Donc, manifestement, ce roi du Cameroun, ce Bamoun, a très bien compris le système. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter, et offre, pour se faire bien voir ou pour avoir de bonnes relations avec l'Allemagne, des objets extrêmement précieux de sa propriété royale. On peut l'interpréter comme ça. C'est ce que font les musées de Berlin. Enfin, en tout cas, c'est une lecture possible. Évidemment, on peut dire, mais qui fait des cadeaux à l'époque coloniale? Enfin, est-ce qu'on est libre de faire un vrai cadeau quand on est une région colonisée? C'est les arguments d'autres qui aimeraient bien que cette œuvre quitte les musées de Berlin. Ces lettres ne donnent pas exactement la réponse. On ignore les conditions exactes dans lesquelles c'est fait ce cadeau. En tout cas, on apprend dans la même lettre que donc, ces objets ont été placés dans le Dienstgebäude des Kolonialamtes, c'est-à-dire dans le ministère des colonies en quelque sorte, en attendant de savoir si les musées le veulent. Donc on voit bien ici une constellation où c'est le directeur du musée qui avait branché un officier colonial sur la question, qui lui avait dit c'est vraiment, enfin en tout cas c'est très très bien d'avoir parlé pour nous, pour notre musée, c'est très bien pour notre musée d'avoir évoqué la question du trône, et il le remerciait beaucoup. Ensuite, on a dit manifestement, ou on a suggéré au sultan sur place que ce serait un cadeau à l'empereur, et puis l'empereur, à peine les choses arrivées, ou en tout cas le ministère, informe le musée et demande si le musée veut avoir ça tout de suite. On voit la construction. En fait, celui qui est manifestement derrière tout le projet, c'est le musée. Le projet d'agrandir ses collections d'art africain est toujours dans l'histoire des musées
et notamment des musées de Berlin, mais de tous les musées européens, dans une logique de concurrence et de course à la collection avec les musées de Paris, dans le cas présent, pas le Louvre, mais les musées ethnologiques et les collections en train de se former au Trocadéro, etc. Et par ailleurs, et surtout, le British Museum, qui est le lieu où arrivent en Angleterre les œuvres d'art coloniales. Donc ici, on sent les musées berlinois qui ont peu accès à l'art africain, puisqu'ils ont où l'Allemagne a peu de colonies, vraiment tenter de former une collection très importante, et ça marche par le biais du cadeau diplomatique. Donc, peut-on dire que cette œuvre a été un don, donner c'est donner, et que la restituer, ce serait en quelque sorte réécrire l'histoire à l'envers et que par conséquent, il faut la garder, puisque la chose a été donnée, ou faut-il au contraire estimer qu'un don effectué dans une période de dissymétrie de pouvoir n'est pas un don, comme on peut argumenter, comme on a pu l'argumenter aussi au XXe siècle. Ce sont des questions qui sont ouvertes, mais qu'il faut mettre en relation, à mon avis, plutôt que de les penser seulement dans un cadre colonial ou post-colonial, qu'il faut mettre en relation avec la pratique du don d'œuvres d'art dans les contextes diplomatiques depuis longtemps. Je vous montre simplement 2 tout petits exemples, mais évidemment, ça aussi, je le disais tout à l'heure, c'est un très grand sujet. L'exemple de la collection Bellori, qui est une des plus grandes collections d'antiquités romaines formées au XVIIe siècle. Vous voyez ici le catalogue d'une exposition qui lui a été consacrée. Cette collection a été achetée en partie par le roi du Brandebourg en 1698. On est très très loin. Donc le roi du Brandebourg, qui n'est même pas encore roi de Prusse, achète cette collection, une partie de cette collection, et la fait venir de Rome à Berlin. Et puis en 1720, ce roi de Prusse, qui depuis est roi, a échangé 50 œuvres, les plus belles pièces de cette collection. Je vous en montre ici, dans des gravures d'époque, simplement 2, très spectaculaires. Il a échangé 50 des plus belles œuvres de cette collection contre des soldats avec le roi de Saxe. Donc, on peut dire qu'en 1720, ici, une partie d'une collection romaine a été un cadeau diplomatique du roi de Prusse au roi de Saxe pour obtenir des soldats. Vous voyez, ça existe déjà, ce lien entre l'idée de collection et de musée, même si en 1720 on n'a pas encore de musée public, mais de collection d'art, l'idée de collection d'art, la tentative d'élaborer des connexions diplomatiques efficaces et l'échange, le don, où les œuvres d'art prennent partie. Un autre exemple très célèbre est celui lié à la création des musées de province par Chaptal, que vous voyez ici, en 1801, comme vous le savez, Chaptal, par un arrêté Chaptal ou décret Chaptal, a décrété que tous les musées des provinces de France, tous les départements, enfin toutes les provinces de France devaient avoir un musée. En tout cas, il a créé un grand nombre de musées. Et il se trouve qu'en 1801, les provinces françaises, ce sont aussi des villes comme Genève, Bruxelles et Mayence ont été occupées par la Révolution française et sont des départements français. Donc, le musée, par exemple, de Mayence reçoit en 1801, mais tous les musées de province reçoivent des lots de cadeaux, des lots. Je vous montre ici le lot arrivé, enfin un facsimilé de la liste arrivée à Mayence en 1802-1803. Ces musées reçoivent des lots de tableaux qui sont offerts. On appelle ça, donc les Allemands parlent toujours de la Schenkung, c'est le cadeau, qui sont offerts par Paris aux musées de province. Or, il se trouve que dans cette grande liste, par exemple, sont des tableaux qui avaient été saisis quelques années plus tôt à Nuremberg. Vous voyez ? Donc la France saisit des tableaux à Nuremberg, les ramène à Paris, Paris regarde tout ça, prend les meilleurs objets, pas seulement à Nuremberg, en Italie, etc. Et puis, ce qui est un peu moins bien est envoyé en province. Après l'épisode napoléonien, vous imaginez que les Nurembergeois sont allés voir les Mayençais en leur disant « Dites-donc, vous avez des objets de nos collections qui vous ont été offerts par la France, on voudrait bien les récupérer. » Et là, depuis 1815, c'est-à-dire depuis 200 ans, Mayence répond « Ah non, donner, c'est donner. » Vous voyez ? Donc, ces questions de don et de conditions du don ont une longue histoire, et on ne comprend pas non plus l'histoire de notre trône africain. Évidemment, il faut le penser avec le contexte de violence coloniale, mais il faut aussi le penser dans la logique du don et du contre-don. Voilà, c'est ce que je voulais dire avec ce premier volet. Les 2 autres vont aller
plus vite. Le second s'intitule Continuité et discontinuité. La question que je me suis posée et que je voulais me poser avec vous était de savoir s'il y avait une différence entre un trône Bamoum qui a toujours été utilisé comme un trône, c'est-à-dire vous voyez ici par exemple une photographie de 1901, vers 1901, une des plus anciennes photographies où on voit donc le sultan sur son trône, c'est celui qui est à Berlin. Si vous prenez d'autres photos plus tardives, en 1984, ici, issu de l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure, vous voyez donc le descendant du même sultan sur un autre trône. On voit bien que stylistiquement, c'est pas le trône original, mais ce n'est même pas la copie du trône original, c'est autre chose, mais c'est toujours le même style de trône et manifestement le même genre de pratique. Vous voyez ici quelqu'un qui peut-être a une audience, en tout cas le même usage de l'objet, où vous le voyez encore ici, et c'est ici qu'intervient ma question, en 2008, lorsque le trône a été, le trône de Berlin, si je ne m'abuse, a été exposé à Zurich, et que le sultan actuel est allé s'asseoir sur son trône au musée. Et vous voyez, vous souriez, vous. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une différence entre un objet qui a perdu sa fonction soit sacrée, religieuse, politique, entre le moment où il a été saisi et le moment où il est au musée, c'est-à-dire par exemple saisi ou trouvé. Quand on trouve le buste de Néfertiti dans le sable, Néfertiti ce buste n'est plus intégré à des pratiques en Égypte qui nécessiteraient la présence de son buste dans un contexte politique, puisqu'entre-temps, l'Égypte n'est plus l'Égypte pharaonique quand elle est trouvée en 1912, mais est devenue une Égypte musulmane qui certes s'identifie encore avec son passé pharaonique, mais enfin en tout cas l'Égypte ancienne est très très loin des pratiques quotidiennes. Est-ce que quand un objet est saisi dans une église, comme il a pu l'être, donc un tableau comme la Madone Sixtine, qu'il sort d'un couvent et qu'il est mis dans un musée, est-ce que c'est la même chose que quand il a déjà été dans un musée avant et qu'il passe simplement d'un musée à un musée? C'est la question que je voulais me poser avec vous. Je pense qu'il y a une différence. Je pense qu'il y a une différence qui n'est pas forcément une différence qui oblige à répondre oui ou non pour les restitutions, mais en tout cas, l'une des différences certaines, c'est que ces objets, dans leur contexte muséalisé, sont accessibles à tout le monde, sont visibles par tous, mais ne sont plus en fonction, et non seulement ne sont plus dans leur fonction politique, ne peuvent plus l'être, sauf dans le cadre de manifestations comme ça qui vous a fait rire, par exemple, mais non, ce qui est brisé aussi, en quelque sorte, ou ce qu'empêche la présence de ces objets dans un musée, peut-être, c'est la continuité, par exemple, de pratiques artisanales. C'est-à-dire que des intellectuels et des spécialistes de cet art disent ou formulent ou expliquent que ce trône, c'est une icône du design africain. Voilà. Et si on peut se poser la question, si toutes ces icônes du design africain, c'est-à-dire et aussi ces pratiques de perles, etc., si tout ça est dans des musées occidentaux, comment les artisans sur place peuvent-ils continuer à développer leur art si les modèles ont disparu? C'est une question qu'on peut se poser aussi. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à ces moments de translocation sont aussi des moments de rupture, y compris dans le développement culturel d'un pays. J'en arrive au dernier point que j'ai intitulé « Et maintenant » et qui est aussi, lui aussi, une sorte, qui essaye d'attraper le sujet d'aujourd'hui pour en faire quand même une conclusion de notre cours en général. Ça s'intitule « Et maintenant ». Comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré la photo du sultan sur son trône avant le départ du trône à Berlin et après le départ du trône à Berlin, c'est-à-dire qu'entre ces deux moments-là a été fabriquée une copie du trône. Et jusqu'au XXe siècle, ce trône a été refabriqué plusieurs fois. Ce qui veut dire que pour la pratique politique, pour l'usage, pour la fonction de cet objet, finalement, la copie a l'air de marcher aussi. Et j'ai voulu avec vous poser une question que j'ai posée à mes étudiants ce semestre, ou plutôt que, à vrai dire, mes étudiants berlinois m'ont posé eux, puisqu'ils arrivent souvent avec des questions auxquelles on s'attend peu. Est-ce qu'une copie dans un musée pourrait, ou des copies, pourraient résoudre toutes ces
problèmes, ces tensions, ces demandes de restitution, ces soucis d'appartenance. Vous savez qu'à Berlin est en train d'être, et je l'ai dit plusieurs fois, en train d'être reconstruit ou construit le château des Hohenzollern, qui était au centre de Berlin, qui avait été endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait été rasé par la RDA, qui ne voulait plus s'identifier, c'est sur le territoire de Berlin-Est, au passé dynastique de l'Allemagne. Donc, ils avaient rasé le château des Hohenzollern. À la place, la RDA avait construit un palais de la République, un lieu moderne, d'architecture moderne, dans lequel avaient lieu notamment des mariages, des fêtes et autres. Et au moment de la réunification, après de quelques années d'hésitation, l'Allemagne réunifiée a décidé de raser le palais de la République et de reconstruire en béton le palais des Hohenzollern, qui, là vous le voyez à peu près il y a 6 mois, entre-temps il est doté d'une façade baroque. Donc on ne voit plus trop que la structure est en béton et ça ressemble à du vrai palais des Hohenzollern, sauf que l'intérieur ressemble lui plutôt à un aéroport avec des escalators, etc. Dans cet endroit déjà compliqué par son histoire, par son architecture, les autorités berlinoises et plus généralement de la Bundesrepublik ont hésité longtemps à savoir quoi mettre. Et finalement, le projet s'est cristallisé lentement d'installer dans cet objet non identifié les collections ethnologiques. Alors vous imaginez les débats actuellement, puisque on voit s'installer les collections d'art ethnologique, donc africaines, chinoises, indiennes notamment, au centre de Berlin, dans un château qui porte une histoire du XXe siècle très compliquée, et on y ajoute des objets qui sont presque tous, ou qui pour partie, sont arrivés en Allemagne pendant la période coloniale. Et quand ils ne sont pas arrivés pendant la période coloniale, quand ils sont arrivés au XVIIIe siècle, par exemple, comme les objets de l'expédition Cook ou des objets comme ça, on pense forcément qu'ils sont arrivés à la période coloniale, puisque les musées, jusqu'à présent, ont très très peu expliqué d'où venaient ces objets. Donc, tout ça pour dire qu'en ce moment, alors que ce musée est en train de se préparer, qu'il doit ouvrir ses portes en 2019, on a une très grande effervescence, et notamment chez les plus jeunes, qui considèrent que ça ne va pas du tout. Je vous montre mon groupe d'étudiants, et en particulier, et d'ailleurs j'en profite pour le remercier, Merten Lagatz, qui m'a beaucoup aidé aussi par des dialogues sur ces questions. Ce groupe d'étudiants, donc, interrogé sur la question de que faire avec ces objets, a appris, là, récemment, c'était au début de l'année, au mois de, je sais pas, en janvier ou février, que la grotte de Lascaux, enfin une reproduction de la grotte de Lascaux, circulait actuellement en Corée et au Japon. Je vous montre des affiches. Ici et ici, on voit donc la grotte de Lascaux, la reproduction de la grotte de Lascaux, qui vous est bien familière, dans des containers en Asie où on peut la visiter. Voyant ça, apprenant ça, mes étudiants ont eu l'idée assez vite que puisque c'est comme ça, enfin, puisqu'on peut reconstituer la grotte de Lascaux et la faire voyager, pourquoi ne pourrait-on pas, dans le fameux musée berlinois, tout reconstruire en facsimilé, le trône, Néfertiti, tous les objets des musées de Berlin, en faire des facsimilés, restituer tous les originaux au pays d'où ils viennent et expliquer à côté que ce sont des objets qu'on a eus pendant 200 ans parce que pour des raisons politiques ils étaient arrivés en Allemagne, mais que maintenant les temps étaient venus de les restituer et que le public pourrait se satisfaire en fait de reproduction. Alors vous imaginez pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas du tout prévu cette question, ça a été voilà, les étudiants allemands sont habitués à discuter beaucoup. Ils ont finalement écrit un article paru dans le journal interne de notre université. Donc l'un d'entre eux, Paul Hoffmann, ici vous voyez, Deins, meins, fake, ça veut dire à toi, est-ce que ça t'appartient à toi, est-ce que ça t'appartient à moi, tout ça c'est que du fake, c'est des faux, avec son argumentation et celle des étudiants, c'était que puisque ce musée lui-même, ce château, est un faux château, autant mettre de faux objets à l'intérieur, que tout cela serait bien plus cohérent et serait finalement une grande œuvre d'art pop que les visiteurs du monde entier aimeraient autant visiter qu'un faux château avec des vraies œuvres d'art. Voilà la discussion que nous avons menée à Berlin. Alors c'est une discussion qu'on a pu mener parce que toute l'opinion publique est très attentive à ces questions, mais en effet, si on part de cette idée qui paraît d'abord surprenante ou qui presque choquante, on s'aperçoit
qu'elle n'est pas si loin peut-être d'une réalité future et qu'en tout cas, ça mérite d'y penser, d'y réfléchir. Vous voyez ici les noces de Cana de Véronèse, saisies en 1797 dans le réfectoire du couvent de San Giorgio Maggiore, qui ont fait l'objet, il y a une dizaine d'années, assez récemment, d'une reproduction 3D parfaite, enfin une reproduction électronique, numérique, parfaite, et qui depuis est à nouveau la reproduction sur le lieu d'origine, tandis que l'original est resté au Louvre. Et vous voyez ici une installation multimédia faite à partir, ou pour fêter, pour célébrer cette présence. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir sur Internet toutes les possibilités de zoom, de jeu que donne cette copie digitale. On sait, vous savez, que le musée d'Athènes, le musée national d'archéologie d'Athènes, qui est privé des frises du Parthénon, qui se trouve depuis le début du XIXe siècle à Londres, comme vous le savez, puisqu'elles ont été emportées par Lord Elgin à Londres, privé donc des frises du Parthénon, a construit sur le toit de ce magnifique musée extrêmement réussi une réplique du Parthénon. Donc vous voyez le Parthénon en haut, et quand vous êtes dans le musée ici, une réplique, enfin une reconstitution grandeur nature des frises, avec au niveau où seraient les frises réellement ici, simplement des copies en plâtre. Alors là, on pourrait se dire, bon, bah, ça suffit, alors vous avez les copies, pourquoi réclamer les originaux à Londres? On pourrait aussi imaginer que Londres restitue les originaux et les installe ici et mette à la place des copies. Et tout de suite, on voit bien que quand on se met à le penser comme ça ne marche pas du tout, en revanche. Alors que les copies, à vrai dire, dans l'esprit public général actuellement, les copies sont bien pour ceux qui ont perdu les œuvres, mais pas pour ceux qui les ont désormais. C'est pour ça que l'idée des étudiants était amusante, de retourner en quelque sorte la situation. Vous voyez que d'ailleurs cette question des reproductions digitales est très, très présente. J'ai pris un seul article ici sur Internet, mais on en trouve de grandes quantités sur il fenomeno dell'arte clonata, c'est l'art cloné, comme disent les Italiens, qui sont bien sûr les premiers sujets de clones, puisque l'art italien fait l'objet d'un intérêt mondial. Et je vous montre quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard, mais là tout récemment, le 7 juin 2017, admirez les fresques du plafond de la chapelle Sixtine à Shanghai. Et vous voyez bien ici que ces fresques sont bien mieux visibles que sur le lieu original, que donc, en quelque sorte, ce que je voulais dire ici, c'est une forme de clin d'œil, bien sûr, personne n'imagine réellement qu'on peut fonctionner simplement et partout avec des reproductions multimédia, d'autant qu'on voit ici derrière en plus toute la structure métallique, l'aération, la climatisation, etc., qui évidemment n'a aucun rapport avec l'atmosphère originale. Mais en tout cas, avec ce clin d'œil, je voulais simplement ouvrir l'idée, et peut-être justement et précisément dans un endroit comme le Collège de France, où nous avons des collègues informaticiens et qui inventent l'avenir, enfin ouvrir l'idée que peut-être pour certains objets particulièrement sensibles ou dans un geste de générosité technologique, on pourrait imaginer des restitutions qui seraient soit la restitution d'originaux et à la place on crée le facsimilé pour soi, soit d'engager de vrais efforts de recréation d'objets ailleurs, etc. Voilà. Il n'y a sûrement pas encore de réponse aujourd'hui, mais puisque ici c'est un lieu du savoir en train de se faire, et lançons des pistes, on verra ce qui se passera. Je termine sur l'ensemble du cours en essayant de retenir les 3 éléments qui m'ont paru, ou dont j'aimerais qu'ils aient porté le cours, et que peut-être vous les reteniez pour nous, pour l'avenir. C'est l'intérêt que, dans tous les cas que nous avons évoqués, nous avons porté à la question du lieu. La question du lieu, c'est-à-dire le lieu d'origine et le lieu d'exil d'une œuvre d'art, l'endroit où elle est et l'endroit où elle manque, l'endroit jugé sûr ou l'endroit jugé risqué pour elle, la question de l'environnement de cette œuvre, un environnement jugé naturel, comme une église par exemple, ou le salon d'un collectionneur, ou le sable d'Égypte, ou un environnement, un lieu non naturel, comme un musée, un continent lointain, que cette question du lieu, donc, est cruciale pour comprendre et pour analyser, et même pour repérer les émotions et les discours liés depuis toujours au déplacement forcé d'œuvres d'art. Non seulement des œuvres d'art, mais d'ailleurs de documents d'archives, de livres,
de manuscrits, d'objets d'histoire naturelle, etc., qui eux aussi ont fait l'objet d'appropriation. Donc la question du lieu est centrale, mais pas seulement le lieu ici, le Louvre, les musées de Berlin, mais aussi penser toujours, quand on est au musée, le lieu où ces objets manquent. Par ailleurs, me semble-t-il, il faut toujours essayer de penser en même temps les cassures et les réparations liées au déplacement, les traumatismes individuels ou collectifs qu'ils impliquent sur le long terme. C'est-à-dire, en voyant un objet, quand vous allez au Louvre ou ailleurs dans une vitrine, toujours penser que cet objet, son départ d'où il est et son arrivée ici, a suscité peut-être des blessures qui ne sont pas apparues tout de suite, qui apparaissent plus tard, mais qu'il convient à l'égard desquels il convient d'être sensible si on veut parler de patrimoine culturel en Europe, me semble-t-il, et dans le monde. Et puis qu'il faut aussi penser les mutations et les transformations multiples qui affectent ces objets déplacés et les sociétés qui les accueillent ou les perdent. Les transformations sous l'effet du déplacement, c'est par exemple quand un objet peut susciter, comme on l'avait vu pour l'hôtel de Pergame, l'énergie créatrice d'un jeune poète français, enfin ces moments où une œuvre d'art, en arrivant quelque part, suscite quelque chose d'autre ou qu'elle est transformée, elle passe d'un objet politique à un objet d'art, etc. Ça aussi, il faut essayer de le penser. L'articulation de ces trois éléments, le lieu, la blessure et la transformation, me semble déterminante pour appréhender les logiques d'appropriation patrimoniale et leurs effets. Et c'est les questions, me semble-t-il, enfin, c'est les questions que j'aimerais continuer de traiter avec vous dans les années à venir. Au semestre ou l'année prochaine, je vais tenter autre chose, et notamment pour faire bon usage de cette très belle salle, un cours sur les films documentaires sur l'art et sur les musées au début du XXe siècle. Ce sont des films rares qu'on ignore pratiquement complètement et qui sont très beaux parce qu'ils nous racontent une histoire de la connexion entre la technologie, le cinéma qui est alors tout récent, et les objets d'art anciens. Et c'est ce que j'aimerais faire l'année prochaine. Je vous souhaite de bonnes vacances et de ne pas succomber à la canicule en sortant de cette salle. Merci.